Maître d'Anguillon, là on est absolument à la sortie de ce procès, à la minute. Et on vient d'apprendre que la décision serait prise le 8 juillet. Et comment s'est passé ce procès? Comment s'est passée la partie 1 qui était en fait l'interrogatoire repris pour la xème fois de Stan. Et puis ensuite, comment la défense a pu faire. Ce qui s'est passé, donc l'audience a été présidée par le président de la Chambre des appels correctionnels, c'est M. Didier de Sequeira. D'accord. Et l'audience a été très très longue. Donc j'ai soulevé un certain nombre d'irrégularités, même de très graves irrégularités dans cette procédure. Absolument. Hein. Notamment le fait que les personnes ont été déclarées coupables pour des faits qui n'étaient pas visés par le réquisitoire introductif d'instance. Le réquisitoire introductif d'instance vise des faits commis en septembre 2012 et les personnes qui ont été condamnées pour des faits commis au mois de janvier, au mois de juin, juillet, août et octobre 2012. Donc des faits qui n'étaient pas dans la prévention. Hein. Absolument. C'est une certitude. Et j'ai aussi soulevé une autre très grave irrégularité qui tient au fait que lorsque l'information judiciaire est terminée, le juge d'instruction doit analyser les faits et procéder à la qualification des faits dans une ordonnance dite de renvoi devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises. Et dans cette affaire, c'est un stagiaire qui s'appelle Philippe Clarissou, un ancien bâtonnier de la région de Tulle, de Corrèze donc, qui a rédigé cette ordonnance. Et l'ordonnance comporte une mention indiquant que cette ordonnance n'a pas été rédigée par le juge d'instruction, la juge d'instruction Linda Revel, mais par la juge, mais par un stagiaire, quoi. D'accord. Quelqu'un qui n'était ni magistrat, ni juge d'instruction. Ouais. C'est une cause de nullité de l'ordonnance. Ouais, voilà. Et la juridiction a mis en délibéré sa décision au 8 juillet prochain pour répondre notamment sur ces nullités de procédure. Je comprends. Voilà. Et puis, est-ce qu'il y avait une impression d'écoute de la part des juges cette fois-ci? Les magistrats ont écouté, hein, surtout les trois magistrats ont écouté, aussi bien le président Didier de Sequeira que les deux autres juges qui étaient conseillères, les assesseurs, quoi. Hein. D'accord, et c'est assez nouveau ça par rapport à ce qui s'est passé à Saintes, ou bien? Ouais, j'ai pas assisté au procès qui s'est déroulé au tribunal correctionnel de Saintes, mais je pense que c'est là le procès a été conduit dans des conditions à peu près normales. D'accord. J'estime que ce qui est anormal, c'est qu'il n'y ait pas eu un examen préalable des nullités de la procédure, et puis un examen préalable de la demande de remise en liberté. Voilà. C'est ce qui pose problème, c'est tout. Ok. Et puis au niveau de ce que Stan a pu défendre, il était cohérent, il a expliqué qu'il n'a jamais eu l'intention de procéder à un enlèvement de qui que ce soit. C'est une enquête privée qui a été conduite sur place entre le 3-4 août 2012 et le 24 ou le 25 août 2012, point barre, c'est tout. Il n'y a jamais eu de projet d'enlèvement ou de quoi que ce soit d'autre. Hein. Ouais. Tout ceci est parfaitement infondé, quoi. Et puis, lors du procès, il y avait Sylvie là, qui était associée. Oui, Madame Sylvie Peyron donc, avait fait appel du jugement qui l'avait déclarée coupable. Ouais. Parce qu'elle leur a prêté une camionnette, je pense. Ouais, un camping-car, non? Un téléphone, je crois, et puis une paire de jumelles, et elle leur a donné un pot de confiture. Donc, ces faits sont censés caractériser sa participation à une association de malfaiteurs. On est dans une situation complètement grotesque. Là, je peux vous dire quand même, pour faire une comparaison,
que je suis intervenu dans une procédure pour enlèvement-séquestration dans le cadre d'une association de malfaiteurs à Compiègne et devant la cour d'appel d'Amiens. Et là, les personnes, c'était 5 ou 6 personnes qui avaient fait un véritable enlèvement, hein, qui avaient enlevé 2 personnes. L'une personne a été relâchée au bout de 24 heures. L'autre personne a été relâchée au bout de 6 jours. Il y a eu pas mal de violence et pour cette opération, ces personnes avaient volé 4 ou 5 voitures, quoi. D'accord. Et la personne qui a été le plus condamnée a été condamnée à 4 ans de prison. D'accord. Et c'était des personnes qui avaient des casiers judiciaires longs comme le bras, hein. Ah là là. Donc vous pouvez imaginer, là, pour un procès d'intention, 4 ans de prison ferme, avec mandat de dépôt, c'est absolument invraisemblable. Et juste une dernière observation sur l'affaire avec laquelle je fais une comparaison. Compiègne, c'est la juridiction la plus sévère de France. D'accord. Vous imaginez? Voilà. Mais je crois qu'aujourd'hui, Compiègne est battue par le tribunal correctionnel de Saintes et puis la cour d'appel, qui a refusé de le remettre en liberté le 10 avril. Alors Voilà. comment ça marche? Je ne sais pas, il y avait un procureur aujourd'hui? Oui, il y a le procureur, un avocat général, monsieur Thierry de Sequeira, D'accord. qui est venu expliquer que tout était parfaitement régulier, que les faits sont avérés, qu'il faut maintenir la déclaration de culpabilité et puis la peine de 4 ans de prison, quoi. Voilà. Ah ouais. Sur une loi liberticide de Jacques Chirac qui est complètement... Voilà, sur une loi, effectivement, parce qu'association de malfaiteurs, on ne sait pas où ça commence, où ça se termine. Et puis, dans le but de préparer, enfin voilà, on est dans des situations, si on compare avec ce qu'on a vu à Dijon la semaine dernière, où des gens descendent dans la rue avec des armes de guerre et où rien ne se passe, quoi. On se dit que c'est pas 2 poids 2 mesures, c'est un pays dans lequel chacun fait sa loi dans son coin, quoi. Voilà. Tout à fait révoltant. Je peux pas vous dire autre chose. J'espère que le 8 juillet, une décision favorable sera prononcée. Et en attendant, normalement, son affaire passe devant le Conseil constitutionnel le 25 juin à 15h, mais c'est sur un volet particulier. C'est la loi qui a permis de proroger les détentions provisoires sans audience. Donc apparemment, ça ne les dérange pas. Voilà. D'accord. Et puis alors, le 8 juillet, c'est une décision qui est lue. Ça va être extrêmement court ou bien... Voilà. S'il y a des gens qui veulent venir, ils peuvent venir assister à l'audience pour voir ce qui va être décidé en audience. D'accord. En tout cas, merci. Non, ce sera ouvert, hein. D'accord. Au début d'audience, ils vont prononcer ce qui aura été décidé. Et puis, le Covid a fait que seulement 15 personnes ont pu venir assister à l'audience. Voilà, ça, c'est vraiment un peu limite, hein. Ouais. Chacun fait ce qu'il veut dans son coin et dans ce pays. Voilà. Je vais vous laisser. Merci puis, en tout cas. Espérons que nous ayons une bonne décision dans cette affaire. Ouais. À merci bientôt, beaucoup. merci, au revoir. Merci. Bravo. Les choses se sont mieux passées qu'à Saintes, une ambiance moins tendue et on a pu s'expliquer de façon beaucoup plus sereine. Le gros problème, c'est que dans le système pénitentiaire français, les gens n'ont pas les moyens d'être soignés correctement. On a connu des médecins qui qui soignaient les fractures avec des comprimés d'aspirine. Bon, c'est un peu léger. C'est un peu léger, ouais. Et lui, qui a quand même des pathologies importantes, ça fait 6 mois qu'il demande à être vu. Alors les médecins y passent, ah oui, vous avez ça, ah oui, vous avez ça, oui, puis c'est tout. Et il se passe mais rien. c'est pas possible, ouais, tout à fait. Et puis alors là, les juges étaient à l'écoute par rapport à cette question de santé. Oui. Malheureusement, les juges n'ont pas de pouvoir là-dessus. La juridiction correctionnelle n'a pas de pouvoir sur les conditions de la détention et de la santé, sauf à le remettre en liberté. Et moi j'ai dit, c'est une phrase que je véhicule depuis longtemps, un État se prétendant démocratique et faisant des leçons de démocratie à certains pays asiatiques, qui ne détient pas les gens dans des conditions humaines, ne les détient pas. L'habeas corpus, c'est une loi britannique de 1627, Habeas Corpus Act, Le droit civil est meilleur. que j'ai connu quand j'étais enseignant en Écosse.
a le droit d'avoir sa nourriture non. selon un régime comme Non. Non. La volonté n'est pas respectée. Vous avez abordé d'autres thèmes du genre le fond de l'accusation, le fond du procès, voilà. dans lequel c'est un procès d'intention. Il faut rappeler que Stan Maillot est le petit-fils de Pierre Maillot, qui n'est autre que celui qui disait tous les jours, ici Londres, les Français parlent aux Français. C'était lui. C'était lire en fait lié à la résistance, etc. C'est ça. Voilà. Bon, alors, on attend une décision le 8 juillet, si j'ai bien compris. Hein. D'accord, ouais. Et puis, ce 8 juillet, en fait, tout peut arriver. Hein. Oui, tout est possible. Tout est possible. Voilà. OK. Autre chose qui vous tient à cœur de nous dire? Il y a plein de choses qui me tiennent à cœur, mais on y passe à des heures. Sur son procès, il est lié à de nombreux problèmes de société qu'on dénonce. Dès qu'on les dénonce, on est un illuminé. J'ai dit à l'audience que je préférais être illuminé qu'éteint. Ouais. Mais on en a dénoncé des choses. On a dénoncé le problème des vaccins, on a dénoncé des tas de choses. Bon alors, merci beaucoup. Hein. Merci. Alors Gérard Ulrich, tu étais présent lors du procès et puis disons que tu as assisté. Tu étais un des rares puisqu'en fait seulement 15 personnes ont eu le droit d'assister si on ne compte pas les journalistes qui eux avec une carte de presse pouvaient entrer. Et donc tu étais privilégié à ce niveau-là. Et donc tu as certainement noté des choses qui étaient intéressantes à nous transmettre maintenant. Mais seulement 15 personnes dans le public étaient autorisées. Moi, je n'ai pas vu de journalistes. Alors, ils n'avaient pas forcément les journalistes sur la tête. Hein. Ah non, je ne les ai pas vus. J'ai demandé le public et personne ne pouvait me confirmer. Ils ont dit qu'il y avait un Suisse à l'extérieur et un journaliste de France 3 qui restait à l'extérieur. Oui, en effet. Ce que je peux dire, je suis entré parce que j'étais là avec Youssef à 8h pile. À 8h pile? Et on n'était pas les premiers. Oui, parce que nous, on était à peu près là. Les premiers 15 arrivés avaient droit à entrer sur décision du président. Voilà. Et la salle était assez grande pour contenir normalement entre 60 et 80 personnes. Avec le Covid, peut-être 40 personnes. 40 personnes facile. C'était pour moi impressionnant. C'est un homme qui a un fonctionnement, son cerveau. Je recommence. Vas-y. Simplement, il semblait que Stan peut être vu. Alors, si des fois Stan est visible, on va tourner la caméra dans le sens. Mais c'est bon, continue seulement parce qu'il n'est pas encore là. Oui. Alors, donc, Stan défend sa cause et puis il parle de sa vie et puis c'est impressionnant. Hein. Oui, c'est un homme. Son cerveau fonctionne à une vitesse supérieure. Voilà. Il a une mémoire pour les dates, les noms et les faits, comme ça s'est déroulé. J'ai jamais vu quelque chose de pareil. Attends, excuse-moi. Et il faut dire, il a rapporté qu'il n'a pas dormi la nuit précédente. Il était fatigué. Il a des douleurs au dos. Mais il a fait une impression superbe. Je crois beaucoup de femmes rêveraient de cet homme. Un athlète, bronzé, aussi impeccablement habillé. Alors vraiment. Impressionnant. Il convainc rien que par son son physique, son apparence. Sa apparence. Ok. Et puis, alors, il décrit sa vie et puis il décrit aussi pourquoi, finalement, il veut défendre les enfants. Sa sincérité, personne ne peut la mettre en doute. Et il y avait une certaine écoute des juges, non? Là, les opinions diffèrent. Ok. Je sais que Youssef était très optimiste. Moi, de mon expérience, j'ai déjà assisté à des
à des procès. Ouais. J'étais sûr que c'était l'acquittement et que c'était un procès historique. Ouais. Et je me félicite d'être venu de la Suisse Ouais. pour assister au procès d'un homme qui est engagé pour combattre les réseaux pédocriminels sataniques. Ouais. Et puis par ailleurs, alors disons les avocats ont défendu en fait deux aspects d'après ce que j'ai compris. Oui. Joseph a surtout défendu la question de sa santé et le fait qu'en prison il était absolument malmené par rapport à sa santé, c'est ça? Ça, c'est seulement l'entrée de son plaidoyer. Oui, alors ok. Maître d'Angléon, lui, il a surtout appuyé sur deux, on appelle ça en français, deux faits, des fautes de procédure. Ah ouais, des vices de procédure. Hein. Oui, qu'il avait demandé une libération, qu'il n'y avait pas de décision jusqu'à 4 mois après. Et cela nécessiterait la libération immédiate aujourd'hui. Maître d'Anguillon avait deux points importants à mettre en avant. Oui. Voilà. C'était les critiques. Il a critiqué deux vices de procédure. Ok. Le premier, c'était que Stan Million avait demandé la libération et cette requête n'a jamais été tranchée dans les 4 mois. Prescrit par la loi. Donc, il a réclamé sa libération immédiate. Ah ouais. Et le deuxième point, le deuxième vice de forme, ça concerne l'ordonnance de renvoi. Ah oui. La première chose qu'il a expliqué directement, lui, qu'elle était formulée par un stagiaire, pas un magistrat. Mais en même temps, le juge d'instruction qui avait instruit, il avait un mandat pour instruire des faits qui s'étaient passés avant le septembre 2012. Ah ouais. Le moment qu'il a échappé à la police. D'accord. Et là, ils ont trouvé des notes manuscrites de Stan. Et ils ont pris ce fait pour construire une accusation d'une formation d'une association de malfaiteurs. Et le juge d'instruction n'avait même pas un mandat d'enquêter sur ce point. Et pour ça, il disait qu'il fallait absolument annuler la procédure. Puisque aucun mandat n'était mis en œuvre. Maître Joseph, lui, au fond, il a eu la majeure partie d'entrer sur le fond de l'affaire. D'accord. Et moi, j'étais bouche bée d'entendre un tel discours. Ouais. Moi, je l'ai petit bonhomme. Ouais. Ça m'a touché au trip, son discours. Comme il a... entre autres, il s'est référé au fait qu'un rapporteur spécial de l'ONU avait enquêté en France sur les abus sexuels sur les enfants. Ouais. Et que la France était très mal placée, que c'est une honte ce qui se passe en France, que la pédocriminalité est protégée en haut lieu. Il a aussi dit qu'il n'a jamais vu que pendant toute l'enquête, on n'a jamais entendu un seul témoin. C'était vraiment... ils ont construit de toutes pièces cette accusation d'appartenance à une association de malfaiteurs. D'accord. Il a dit qu'il n'y a aucune preuve qu'il y avait vraiment l'intention et aucune preuve d'appartenance à une association de malfaiteurs. Ouais. D'accord, ok.
Bien, bien. Ben, disons que ça, c'est un résumé de ce qui s'est passé. Je n'ai pas pu le dire avec les mots de Maître Joseph. Non, non, bien sûr. Bien sûr. Non, mais tout à l'heure, Maître Joseph a parlé à cette même caméra. Oui. Et puis Maître Danguillon aussi. Donc, je pense que ça va compléter totalement ce que tu viens de dire. Et je te remercie beaucoup d'être venu. Parce que tu seras le seul journaliste qui va publier quelque chose sur ce procès historique. Voilà. Ben, merci à toi d'être venu, parce que si tu n'avais pas été un petit peu avant 8 heures là, eh bien on n'aurait eu personne à l'intérieur pour nous parler de ce qui se passe. Sinon Youssef, je ne sais pas si tu l'as vu. Non, bien sûr, c'est mon chauffeur. Voilà. Alors Youssef, il est venu nous parler un tout petit peu aussi. Donc tout ça, ça va être publié. Merci beaucoup. Lui, il connaît mieux l'affaire que moi. Parfait. Je bien commencer de la connaître. D'accord. Parfait. On pourrait écrire un livre. Alors Sylvie, hein. Oui. On est très content de te voir, Sylvie, ici. C'est quand même plus agréable d'être en vrai plutôt que sur Zoom. Hein. On n'a pas mis une demi-heure. Voilà. Et par ailleurs, c'était une journée qui était éprouvante. Très éprouvante. Très très bons avocats. Ouais. On remerciera jamais assez. Stan, qui était une fois de plus hyper charismatique. Ouais. Stan nous a époustouflés par tous ses discours. Ouais. Et ses connaissances et son vécu, tout ce qu'il a fait. Voilà. Et sa mémoire, hein, parce que. Et malgré tout, il a des problèmes de santé, donc on espère le faire bien sûr. Plus vite, parce que c'est plutôt grave ce qu'il a. C'est maltraitance, quoi. Et puis au niveau de ta défense, tu as pu... Oui, on a dit l'essentiel. Il y a tellement d'aberrations que c'était facile de démonter la défense. L'avocate adverse, une teigne. Un coffre, du coffre, on entendait qu'elle. Elle n'arrêtait pas de sortir. Elle s'intéressait moyennement à l'affaire. Et à la fin, je crois que j'ai dit quelque chose d'important. J'ai demandé à ce que ce soit les avocats qui le fassent, mais bon, il n'a pas dit parce que pour des raisons quelconques, à savoir que le père, je ne sais pas si j'en ai parlé à la première vidéo, on l'a trouvé dans la clé USB de mon premier avocat, une déclaration du père des enfants qui est essentielle, que Stan n'avait aucunement l'intention d'enlever les enfants. Donc le père l'a dit. Et le père l'a dit. Donc bravo. L'avocate adverse a commencé à dire que c'était des conneries. Je dis c'est pas vrai, il y a un rapport de police. Forcément, elle se défend. Je dis mais allez-y, parce qu'il y a des traces de tout ça. C'était dans une clé USB, c'était l'affaire que les avocats détiennent. Et le père était là? Non, il n'était pas. Non, il n'était pas là. Il traumatisait le pauvre. Mais le pauvre. C'était un grand manipulateur parce que dire ça, et tout comme ses enfants n'ont jamais été traumatisés, il y a des rapports de psy qui le démontrent. La gamine a décroché le bac avec mention. Tout ça, c'est pour avoir de l'argent. Ils ont été manipulés également par leurs propres avocats. Oui, absolument. Source à prendre. Comme d'habitude, c'est toujours un éternel problème. Voilà. Parce qu'on en est aujourd'hui. Donc on espère que le 8, ce sera fini, ce sera l'histoire ancienne. Et surtout que Stan puisse sortir et se soigne au plus vite. Et puis au niveau du camping-car, il y a eu une partie importante des explications ou pas vraiment? J'ai pas eu les témoignages de Camping Paradis. Ouais, ça c'est dommage. C'est dommage, mais de toute façon on a démontré que c'était impossible d'être à deux lieux en même temps. D'être depuis janvier jusqu'à août à l'affût, autre chose à faire. Bien sûr. De vouloir enlever des enfants qu'on ne connaissait pratiquement pas. Surtout bien sûr. J'ai toujours dit que si j'ai un enfant enlevé, c'était le mien et pas ceux des autres. Les 5 ans, je ne voyais pas. Donc, absolument. D'où le matériel dans la voiture. Et donc ils étaient surpris de voir que j'avais des jumelles dans ma voiture, un ordinateur que j'ai prêté à Janet, tout à fait légitime, le sien était en panne. La voiture, j'ai insisté pour dire que j'ai prêté qu'une seule fois au moment de la conférence parce qu'il fallait qu'elle monte à avancer. Et moi-même, je suis montée pour récupérer ma voiture. Bon, elle s'est fait arrêter entre-temps. Le camping-car, j'ai prêté 2 fois, c'est pas le bout du monde. Tout ça pour faire des quêtes, des enquêtes comme d'habitude, c'est rien d'autre. Puis il va faire du petit Vincent, il a pris une leçon. On ne désespère pas, on est assez confiants. D'accord. Voilà. Ok, en tout cas merci beaucoup. Et puis je pense que c'était d'une certaine aide pour Stan lui-même que tu sois là. Yes. Tout comme les autres qu'on remercie aussi, vous étiez assez nombreux, une bonne centaine, c'est bien. Oui, c'est ça. Voilà. En tout cas ici, j'ai vu que des gens déçus de ne pas pouvoir rentrer, parce que... Il fallait s'y attendre. Une quinzaine, on a pu faire une petite rotation. Alors ça c'était minimum parce que... Heureusement que le masque n'était pas obligatoire. Seul les filles qui l'avaient, mais on n'a pas pu lui serrer la main. On n'a pas pu lui offrir un café. C'est vraiment dangereux. Une aberration de plus. Complètement. La France est truffée d'aberrations. Merci Sylvie.
Ici, vous êtes au Palais de Justice. Il est tout récent, il est tout neuf, car ce fut un grand lycée, le lycée Saint-Joseph. Et c'est un monument imposant où il y a vraiment un monumental escalier très difficile à manier. Et c'est un monument historique, donc le lycée n'avait pas les moyens de s'agrandir ou de changer quoi que ce soit. Puisque là, vous êtes dans le domaine de la cathédrale, donc la DRAC ne le permettrait pas. Et ça a été vendu à l'État. Donc la première chose qui a été faite, c'est d'enlever la croix. Monsieur Gentil a signé le vœu national. Donc le vœu national se situe après l'invasion des Prusses, dans les années 1870. Donc la croix a été démantelée puisque c'était un lycée catholique. Pour faire le lien avec le Sacré-Cœur de Montmartre, c'est de la croix. Car la croix a beaucoup marqué ce territoire. Notamment, vous avez Sainte-Radegonde, qui était la belle-fille de Clovis, mariée à son fils Clotaire. Et Clotaire a assassiné son frère et elle a dit basta, elle a quitté Clotaire. Et elle a épousé la vie religieuse, elle est devenue moniale. Et à l'époque, il fallait avoir des reliques. Et donc Radegonde, qui a toujours gardé un lien diplomatique avec les rois et les politiques, les gens de pouvoir, s'est fait livrer un bout de la vraie croix de Constantinople, de Jérusalem. Et elle l'a reçue en 569 à Migné. C'est Poitiers-Ouest. Et à Migné est apparue également en 1826, le 17 décembre, une croix lumineuse. Et ce dogme du Sacré-Cœur pour protéger la France est revenu avec l'Air Ferchaud, qui est allé rendre visite au président Poincaré pour faire apposer le cœur sacré de Jésus sur le drapeau français afin que la France soit protégée. Et aujourd'hui, nous sommes le vendredi Sacré-Cœur de l'année 2020. Alors bonne fête du Sacré-Cœur à tous!